Bonjour, messieurs et dames, merci de nous rejoindre au tribunal de l'actualité, troisième convocation de la semaine, et comme il est de coutume des sujets enrôlés, alors qu'elle escomptait la tenue d'une session de son bureau politique national samedi 28 février dernier, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a rappelé à l'UPC, entendez Union pour le progrès et le changement, le communiqué numéro 3 du 30 septembre 2022 du MPSR, suspendant les activités des partis politique. Le parti, on le sait, a engagé une action à référer devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent. Si l'UPC se voit ainsi interdite de tenir son cadre statutaire, le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, lui a écopé d'un avertissement pour avoir tenu son BPN le samedi 28 janvier dernier. Il faut rappeler, pour ce qui est de la rencontre extraordinaire des pays de la CEDEAO, le point 20 en termes de décision dit ceci: la conférence des chefs d'État et de gouvernement réitère la nécessité d'ouvrir l'espace politique à tous les acteurs des trois pays et d'assurer un dialogue politique inclusif. Parlant des trois pays, il s'agit du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Que faire de cette question qui divise tout de même? Quelle place et quel rôle pour l'acteur politique dans cette transition? Ça sera le sujet qui sera abordé, et si le temps nous le permet, nous reviendrons aussi sur la question de l'inhumation des restes de Thomas Sankara et de ses compagnons. Et il faut préciser que cela devrait avoir lieu le 23 février, donc demain. Et nous avons une famille, celle Bamouni, qui dit ne pas se reconnaître, en tout cas dans ce qui va se passer si les choses restaient en l'état. Ce qui relance encore le débat sur le caractère très inclusif des décisions qui ont été prises. C'est, on va dire, ce sont les sujets qui ont été enrôlés pour le tribunal de l'actualité d'aujourd'hui. Nous avons des invités comme il est de coutume. Je m'en vais vous présenter Joachim Vukuma, qui est directeur de publication de Kasseto. Honnête, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Nous sommes aussi avec Bernard Bougma, juge au siège. Bonjour Bernard. Bonjour Président Vara, bonjour Madame, Monsieur. Et je reste avec vous Bernard, c'est pour les avant-propos, mais avant, il y a ceci. Bernard Bougma, votre avant-propos. Merci. Mon avant-propos va concerner la grand-messe du cinéma africain, donc le FESPACO, qui va avoir lieu. Ça commence ce week-end. C'était un rendez-vous très attendu. L'on se rappelle que le dernier FESPACO qui a eu lieu il y a 2 ans, on se rappelle que c'est vrai qu'il y avait eu de la polémique, mais on avait assisté à une très belle chorégraphie qui avait été donnée de voir par rapport à la résilience du peuple burkinabé, par rapport également à l'inclusion au niveau du Burkina et par rapport à la diversité culturelle burkinabé et celle africaine, qui avait été bien mise en scène par M. Sanou et l'ensemble de tous ceux qui ont été impliqués, où l'ancienne génération tient la main à la nouvelle génération, où la génération intermédiaire porte la plus jeune génération sur ses épaules, avec l'implication des artistes musiciens, des sportifs de haut niveau qui représentent le Burkina à l'échelle internationale et qui font briller au firmament notre étoile. Donc c'était une belle chorégraphie qui avait été donnée de voir. Donc il y a effectivement cette fête-là qui s'annonce encore, dont on espère que les choses vont se dérouler dans de bonnes conditions, compte tenu également de la situation sécuritaire. Il y a aussi Covid qui plane par là. L'État burkinabé a rappelé les conditions pour entrer au niveau du Burkina par rapport au test PCR qui doit être fait par une structure valable, mais qui est valable pour 5 jours, ou présenter un pass sanitaire qui serait effectivement un avantage. Donc, j'ai dit c'est un grand rendez-vous de donner et de recevoir effectivement du cinéma africain. Nous souhaitons tout simplement une bonne fête aux festivaliers, beaucoup de courage aux organisateurs, parce que quand c'est comme ça, actuellement, c'est des gens qui dorment pratiquement plus pour que tout se passe bien. Puis, n'oublions pas aussi les questions sécuritaires. Donc, c'était ce que j'avais comme avant-propos, espérant que ce week-end, les choses vont véritablement rouler. Mais avant de continuer, je voudrais également avoir une pensée pour l'armée, compte tenu du fait de cette attaque d'envergure que notre armée a essuyée ces derniers temps, dont le bilan est très lourd.
Une pensée en tout cas pour ces soldats qui se battent au fond jour et nuit pour sauver vraiment ce pays-là et puis conquérir du territoire parce qu'on en a perdu au fil du temps. Bougouma, je pense que vous n'avez pas d'avant-propos, hein, donc on va aller direct. D'accord. On a le premier sujet enrôlé, j'ai tout à l'heure badiné les choses. On a le dernier sommet de l'extraordinaire CEDEAO qui est tenu en marge de celui de l'Union africaine qui nous rappelle qu'il faut quand même avoir un regard plus intéressant sur la façon de libérer un peu la scène politique et les acteurs. Vous pensez que c'est opportun aujourd'hui, ce regard-là? C'est un rappel qui tient au regard des constats? Bon, je pense que c'est... dans ce cas, la CEDEAO a joué son rôle. Pour ce qui concerne notre pays, il faut rappeler quand même que la Constitution a été rétablie. Et la Constitution garantit un certain nombre de libertés publiques et attribue un rôle très précis aux partis politiques. Ils sont chargés d'animer la vie politique nationale. C'est dans la Constitution. Donc, c'est tout à fait normal que même en période d'exception, on va dire les choses comme ça, parce qu'on n'est pas un régime, c'est pas un régime démocratique, ceux qui sont aux affaires n'ont pas été élus, mais à partir du moment où on a remis en selle la loi fondamentale, et c'est tout à fait normal aussi qu'on reconnaisse aux partis politiques le rôle qui leur est assigné dans la Constitution et qu'ils jouent, qu'ils appliquent tous les jours. Et puis il ne faut pas oublier, c'est quand même eux qui vont gérer la vie politique. Quand les élections vont arriver, c'est eux qui vont encore participer aux élections. C'est eux qui vont présenter des candidats avec des programmes pour le redressement du pays. Parce que ceux qui vont arriver au pouvoir vont hériter d'une situation pas simple. Même en temps de paix, c'était pas simple. Des questions de développement, on connaît la complexité de cette question-là. Mais ceux qui vont arriver au pouvoir à l'issue de ces élections-là auront du travail à faire. Donc il faudrait quand même qu'on leur permette aujourd'hui de se réunir, de réfléchir, de discuter. Parce que quand les partis politiques se réunissent dans leurs instances, c'est là quand les gens font des propositions. Qu'est-ce qu'on va faire de l'éducation nationale avec les déplacés internes, avec les élèves, des milliers d'élèves qui sont privés de cours? Qu'est-ce qu'on va faire de notre économie? Qu'est-ce qu'on va faire du système de santé? Donc tout ça, ce sont des propositions innovantes qui vont sortir des prochaines élections. Et comment on finance tout ça? Avec une économie qui est un peu en situation très, très difficile. Donc, on va voir, le peuple burkinabé aura l'occasion d'apprécier les propositions des uns et des autres. Et c'est maintenant que ces partis politiques-là doivent préparer les élections. Et si on les empêche aujourd'hui de se réunir et de débattre de ce qu'ils vont faire pendant la campagne, bon, ce serait dommage parce qu'ils seront obligés au dernier moment de bricoler quelque chose, alors que la situation est d'une complexité qu'il faut vraiment l'analyser de façon fine pour proposer des solutions très adaptées avec les moyens de financement aussi qui soient adaptés, endogènes, et puis avec des partenaires internationaux qui vont vouloir nous accompagner et créer les conditions aussi pour que les investisseurs, c'est surtout ça. Parce que nous avons opté pour une économie libérale, l'économie de marché. Donc, l'économie de marché, ça suppose aussi que une stabilité politique avec un climat des affaires rassurant pour que des investisseurs puissent effectivement dire ce pays-là est attractif, son environnement des affaires est attractif, il y a des potentialités, il y a une main-d'œuvre qualifiée, pas chère, on va dire comme ça, c'est ce qui intéresse quand même les investisseurs, et qu'ils puissent venir. Mais tout ça, ça se prépare maintenant. Je pense qu'il faut laisser les partis politiques travailler dans le cadre statutaire là, pour préparer les élections et je pense que là sur ce point la CEDEAO quand même a été bien inspirée de rappeler que les partis politiques doivent jouer un rôle important dans cette période, même dans cette période de crise, sachant que par exemple pour notre pays des partis politiques ont incité leurs militants à aller s'inscrire dans les VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Et ils participent de façon anonyme à des collectes de fonds, à des soutiens sociaux dans les provinces. Donc, d'une certaine manière, ils sont actifs. C'est que la visibilité n'est plus comme avant. Et donc, il faut ouvrir et puis les laisser travailler. C'est beaucoup plus toujours rassurant de voir quelqu'un agir au grand jour
que de l'empêcher d'agir au grand jour, parce que de toute façon il va agir et c'est quand même plus dangereux quand il agit clandestinement. D'accord. Bernard, toujours sur la même question, parce qu'on a ce point 20 là qui rappelle la nécessité d'ouvrir l'espace politique. C'est adressé aussi au Burkina Faso. Est-ce qu'on n'a pas vraiment prêté le flanc au regard de nos dernières actualités? Ouais, effectivement, la CEDEAO effectivement est dans son rôle de pouvoir demander d'ouvrir pour les partis politiques, parce que c'est très important. D'ailleurs, ce que les capitaines exercent aussi, ce sont des fonctions politiques. L'ALT exerce des fonctions politiques. Et d'ailleurs, le Parlement, c'est le haut lieu du débat politique. C'est le lieu où, effectivement, il y a les vraies empoignades sur les questions politiques. Donc, s'il y a une ALT qui travaille, qui légifère, et donc il y a un débat politique de haut niveau qui se déroule là-bas, qui est une activité politique également, si on pousse bien les choses, naturellement, au niveau des partis politiques, on ne comprendrait pas pourquoi pour tenir ne serait-ce qu'une instance n'est pas possible. L'autre aspect, c'est que effectivement, dans le contexte actuel, quand la CEDEAO envoie son émissaire, l'émissaire ne s'adresse pas seulement qu'aux dirigeants sur place seulement. L'émissaire s'adresse également aux entités politiques, aux entités de la société civile. Et donc, ça veut dire que leur voix compte. Et d'ailleurs, nous sommes également dans une crise politique, parce que la situation que nous traversons trouve son fondement également dans des questions politiques. Alors, donc, est-ce qu'il faut, comme on appelle ça, rejeter tout en bloc? Parce que d'abord, le premier discours a commencé à dire que c'était les hommes politiques qui étaient 100% responsables de la situation. C'est après que cette même armée s'est rendue compte que ce n'est pas vrai. Et la rectification est venue le 4 septembre lors du discours bilan qui avait été promis par Damiba, mais qui s'est révélé être un discours beaucoup plus du cours du soir et puis de rappel de Burkinabé qui est en train de perdre courage et tout, mais qui dit effectivement tout le monde est responsable avec l'armée en tête. Et ça a été renforcé à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, qui a aussi renforcé la part de responsabilité, la grosse part de responsabilité de l'armée, pour dire qu'effectivement, non seulement il y a les entités civiles, parce que moi je ne parle pas seulement de politique, les entités civiles, qu'elles soient politiques ou de la société civile, je ne sais pas moi, il y a les entités civiles qui ont leur part de responsabilité, mais aussi il y a l'entité militaire qui a aussi une part de responsabilité. D'ailleurs, un des leurs a fait 27 ans à lui sur le Burkina. Donc en termes de stratégie sur le long terme, pour les questions sécuritaires, pour pouvoir endiguer, pour pouvoir prévenir les questions terroristes qui ont commencé à se signaler depuis le Mali, depuis le Niger, dont les premiers nids ont commencé à se tisser depuis les années 2009 et que le président Compaoré était déjà au courant par le témoignage de certains de son proche entourage qui disent que les renseignements ont commencé à remonter des informations de ce que au niveau du Sahel et du Nord, il y a un risque qu'il y ait une sanctuarisation des entités terroristes compte tenu d'un discours religieux qui est en train de changer et d'un comportement social qui est en train de changer. Et des Burkinabés qui sont dans certaines chancelleries ont porté cette information en marge de certaines rencontres internationales au président Blaise Compaoré. Aujourd'hui, des langues se délient pour dire en son temps nous avons dit ci, on a dit ça. On était dans les années 2009-2010. Et donc, Blaise est capitaine de l'armée burkinabé, il était président du Faso. C'est un de l'armée. Avant de prendre tout appareil civil, le costume, devenir un homme politique ou je ne sais pas moi, c'est avant tout un personnage militaire qui plus a été numéro 2 de la révolution burkinabé. Donc on ne peut pas dire que c'est seulement la part de responsabilité des civils. Ça, ce discours-là ne peut pas marcher. Mais maintenant, si on reconnaît qu'on est tous responsables, à des degrés, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde est responsable comme on appelle ça, à tous les niveaux. Donc à des degrés, chacun a une part de responsabilité selon ce que, comme on appelle ça, son niveau d'implication. Et si toutes les entités ont chacune une part de responsabilité quelque part, qu'est-ce qui fait que dans ce contexte actuel, naturellement, on ne mutualise pas les efforts? Donc la CEDEAO effectivement est dans son rôle de pouvoir rappeler, parce que comme l'a dit M. Voukouma, à la fin de cette transition, ce sont aussi des hommes politiques qui vont animer, quoi qu'il en soit, cette scène politique. Les lois que l'ALT est en train de voter actuellement, ce sont des hommes politiques qui vont venir les appliquer. La politique de défense, la politique sécuritaire qu'on est en train de déposer,
Ça avait même été déjà écrit. Ce sont des entités politiques qui vont venir mettre cela en place. Donc, comment est-ce qu'on les met à la touche après on dit, bon, nous on a fini, rentrez, c'est votre tour. Donc, je pense que c'est une piqûre de rappel, mais comme vous l'avez si bien dit, il y a aussi que, c'est comme si le Burkina a aussi prêté le flanc, et puis la CEDEAO se fait le devoir de rappeler, parce que quoi qu'il en soit, c'est un rappel qui est très important de mon point de vue. Et moi, je reviens vers Rukuma. Tout à l'heure, ce que vous disiez était assez intéressant, mais quand on regarde, au fond, est-ce que les partis politiques eux-mêmes n'ont pas trop laissé faire? Je m'explique. Lorsqu'on invoque la loi, le communiqué du 30 septembre, le communiqué numéro 3, il y a plusieurs partis politiques qui, au détour quelquefois de certaines invitations ou sur des plateaux ou bien d'interviews, disaient, pour justifier le fait qu'on ne les voit pas tant que ça, ils disent, vous-même vous savez qu'on est frappé par une interdiction. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent dire que ça n'a pas valeur. Alors qu'ils invoquaient cela pour justifier le fait qu'ils étaient un peu en berne. Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes? Oui, d'une certaine manière, parce que vous rappelez-vous du début, lorsque le capitaine les avait reçus, comme Dana l'a rappelé tout à l'heure, même sous le MPSR 1, la responsabilité de notre situation leur avait été totalement assignée. C'était eux qui étaient responsables de la situation actuelle. Donc il y a quand même une sorte de culpabilité comme ça qui ressentait, même si c'était pas total. Et quand on leur dit de rester tranquille, d'éviter tout activisme débordant, bon, c'est un concept assez vague. On ne sait pas jusqu'où on peut pousser le curseur là, à quel niveau on est débordant et à quel niveau on n'est pas débordant. Donc c'était une situation assez floue. Donc je pense qu'ils ont pris le temps très sagement d'observer la retenue et pour voir comment les choses allaient se passer, d'autant que quand on invoque la question sécuritaire pour leur demander de rester tranquille, s'ils continuaient de s'agiter, même l'opinion allait dire, mais on vous dit de rester tranquille pour qu'on puisse régler la question sécuritaire et vous continuez. Bon, le risque était que de dire, voilà, quand vous n'êtes pas resté tranquille, vous êtes en train de perturber la lutte contre le terrorisme, donc vous êtes encore doublement responsable de ce qui se passe. Donc ils ont pris quand même une sage décision de rester tranquille, d'observer. Mais ce qui se passe, c'est que dans le même temps, dans le communiqué numéro 3, il y a la société civile aussi qui est frappée, voilà, qui est concernée. Sauf que cette société civile-là s'est affranchie de cette suspension-là et a commencé à faire l'activisme, à manifester, à faire des conférences de presse et à manifester dans la rue, sans que l'autorité ne rappelle à l'ordre que c'est interdit. Donc, je pense que c'est au vu de tout cela qu'ils se sont dit, bon, si nous avons été tous frappés et qu'eux ils continuent de manifester sans entrave, pourquoi ne pas y aller? On va y aller. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est là qu'on ne comprend pas la décision de la réaction du gouvernement de dire, attention, il y a le communiqué numéro 3, surtout que, bon, le MPSR, moi j'ai relu la charte, le MPSR, dans les organes de la transition, il n'y a pas le MPSR. C'est un organe qui n'existe pas dans les organes de la transition. On ne sait pas qui est membre de cette MPSR 1 comme MPSR 2. On ne sait pas qui est membre du MPSR. On ne sait pas quel est son statut. On ne sait pas quelles sont ses missions et tout. Avant l'adoption de la charte, l'article 5 disait que le président du MPSR assure les fonctions de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Mais bon, lorsque la charte a été adoptée, c'est ce texte-là qui fait foi, qui fait fonction. Or, nulle part il n'est écrit que le MPSR existe et voici sa mission. Donc, quand on vient invoquer une structure, ou en tout cas un organe qui n'existe pas, un communiqué d'un organe qui n'existe pas pour interdire, alors que la Constitution a été rétablie, je trouve que c'est... Bon, on ne comprend pas très bien. J'ai toujours dit que depuis le MPSR 1 et le MPSR 2, comment on appelle ça, les professeurs de sciences politiques et les étudiants ont de la matière. Parce que c'est pas ce qui s'est passé dans notre pays, c'est quand même extraordinaire de voir que un putsch a été légalisé par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le gardien de la Constitution. Même quand on vote une loi à l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel regarde, est-ce que c'est conforme à la Constitution? Et quand ce n'est pas conforme, il dit qu'il faut retoquer la loi. Et c'est ce même Conseil constitutionnel-là qui valide
une action qui vient remettre en cause la Constitution. Bon, tout le flou est parti de là. Et ça, ce à quoi nous assistons avec ces interdictions-là, ça découle de tout cela. C'est dommage que le tribunal administratif se soit déclaré incompétent pour trancher cette question-là. Je ne sais pas quelle est l'instance qui sera habilitée pour trancher. Mais il faut absolument qu'on tranche cette question pour, comme on disait au début, pour que les partis politiques soient clairement situés. Est-ce qu'ils peuvent faire leurs activités en toute légalité, en toute transparence, publiquement, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, le statu quo n'est plus tenable. Justement, Bernard, quand on regarde, le Matadi, lui, il est lui-même un peu plus au piège, parce que celui qui doit veiller sur le respect des textes des partis politiques eux-mêmes, avec le renouvellement des instances et puis la tenue d'un certain nombre de rendez-vous, c'est celui-là qui doit rappeler que bon, vous n'avez plus le droit de faire ceci ou cela. Ça devient compliqué. Oui, tout à fait. En tout cas, le Matadi, c'est dans une position délicate. Parce que, en même temps, si aujourd'hui il faut mettre de l'ordre dans les partis politiques, parce que si on veut mettre de l'ordre, ça passe aussi par le respect des tests, par la tenue régulière et effective des instances. Des partis ont même écopé de leur suspension ici parce que ces instances n'ont pas été régulièrement tenues, donc dûment constatées par le ministère en charge des libertés publiques. Ça a été dit et la liste des partis avait été rendue publique. Il y en a qui s'en plaignaient, mais quoi qu'il en soit, c'est ça. Donc en fait, c'est un ministère qui fait la police des partis politiques. Mais en même temps, qui leur dit de patienter, que vos activités sont suspendues. Alors, prenons activité. J'entends par activité comment on appelle ça, des manifestations autres que ce qui est prévu par les instances. Puisque ce qui est prévu par les instances, c'est imposé même par la loi qui autorise les partis politiques à créer. Donc, on vous dit, si vous créez, vous devez tenir régulièrement vos instances. Donc, de mon point de vue, la tenue des instances ne fait même pas partie des activités d'un parti politique. Si je vais m'exprimer ici. Puisque quand vous le vouliez ou pas, vous êtes tenu de tenir les instances, auquel cas d'ailleurs vous écopez de sanctions. Mais maintenant, si vous voulez programmer des meetings, des marches, d'autres manifestations qui n'ont rien à voir avec la tenue des instances, libre à vous. Si vous avez des activités à caractère social, des activités de formation, ou il y en a qui l'organisent, ou bien des anniversaires à commémorer, qui est un grand rendez-vous, où il peut y avoir beaucoup d'activités à tenir, ça n'a rien à voir de mon point de vue avec la tenue des instances qui est statutaire, et vous savez qu'à telle date vous avez une tenue d'instance. Maintenant, pour un parti organisé, naturellement, chaque année, il y a un programme d'activité qui sort. Avec la tenue des instances, ça c'est naturel. Et puis les instances ne se tiennent même pas au même moment. Les réunions des bureaux exécutifs n'ont pas les mêmes délais de tenue que comment on appelle ça, que les réunions des bureaux politiques nationaux qui brassent plus large, que les tenues des congrès. Pour certains partis, c'est 2 ans, pour d'autres, c'est 3 ans. Donc, de façon périodique, ces instances-là ne se tiennent même pas au même moment. Les BPN, je pense que les BPN, c'est une fois chaque 6 mois. Pour certains partis. Je pense que les BPN, c'est une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois. Donc, c'est-à-dire que c'est même pas une instance qui se tient à, comment on appelle ça, fréquemment, de façon régulière, à telle enseigne qu'on dit, vous en faites trop. C'est un bureau exécutif qui a ses réunions qui se tiennent beaucoup plus de façon régulière et de façon répétée, plus que les autres instances qui se tiennent parfois une fois chaque 3 mois ou une fois chaque 6 mois. Et si ce n'est pas tenu, c'est le même ministère qui va dire que ce n'est pas tenu. Vous avez votre instance là que vous n'avez pas tenue. Mais est-ce qu'il faut loger cette instance dans la catégorie des activités politiques à caractère fort politique où on rassemble des gens venus de partout pour des grands messes? Je ne pense pas. Donc, ça dit qu'il y a effectivement une différence, il y a une part des choses à faire. Mais les partis politiques également se sont fait prendre dans leur propre piège. Parce que quand l'annonce leur avait été donnée de suspendre les activités, c'est comme vous l'avez si bien fait de le rappeler, ils se sont tus. Et ici, même pour les avoir même sur un plateau, il y en a qui vous disent que, comme on a suspendu les activités des partis politiques, si on vient, est-ce que ça ne va pas être interprété comme une activité? Aussi vrai, ils disaient cela. Pour participer à une émission, il y en a qui ont dit ça. Donc, ils ont cautionné plus ou moins cette situation.
c'est certains chroniqueurs qui ont dit attention. Quand on parle de suspension d'activité, quel est le contenu qu'on met là-dedans? Et c'est les mêmes partis politiques, les mêmes leaders qui commencent à dire oui, effectivement, on peut deviner aisément. C'est après que certains ont commencé à dire non, surtout les juristes, ont commencé à dire non. Ça n'a rien à voir parce que c'est la tenue des instances et tout. Et ça, d'ailleurs, c'est une exigence dans le fonctionnement des partis politiques et tout. C'est en ce moment que la donne a changé. Et un matin, ces mêmes partis politiques découvrent qu'il y a des organisations de la société civile qui appellent à manifester pour soutenir le chef de l'État. Alors que des partis politiques l'ont fait à travers des communiqués. Alors que des partis politiques ont lancé des souscriptions. Même l'UPC, qui est interdit d'activité de la tenue de son BPN, a même lancé une campagne de souscription volontaire avec des numéros à contribution et tout. Est-ce que l'UPC a été félicité même par le gouvernement même pour ça même je ne sais même pas. Parce que le gouvernement demande des soutiens. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la vérité, c'est que les partis politiques ont fait profil bas et aujourd'hui, ils se sont laissés avoir. Mais comme ils fonctionnent par opportunisme, chacun ne veut pas sortir pour qu'on lui coupe la tête. Et après ils se disent, si on reste trop longtemps aussi dans l'ombre, ils veulent nous rejoindre là-bas et puis couper la tête, mieux vaut la sortir. Et maintenant, et voilà. Donc, alors que je pense d'un point de vue que dès les premiers moments, c'était d'insister auprès de l'autorité pour avoir un contenu sur suspension des activités, ce que ça veut dire. Sinon aujourd'hui, c'est un flou artistique. Sur le débat qu'il y a eu au niveau du tribunal, la partie défenderesse notait qu'il n'avait pas urgence pour l'UPC de tenir sa session du bureau politique national en février parce que les textes même indiquent que cette instance se tient chaque 6 mois. Un peu avant, on avait l'avertissement qui avait été donné au CDP. Mais quand on regarde, que peut craindre l'autorité aujourd'hui du fait que l'activité politique reprenne? Moi, je n'ai pas d'informations qui me permettent de... Du point de vue de votre analyse, parce que quand on regarde, on ne comprend pas. Oui, justement, j'allais en venir. Je dis, je n'ai pas d'informations qui me permettent de dire ou de penser un seul instant que l'activité des partis politiques là peut être nuisible à la conduite de la transition ou peut déstabiliser le pouvoir en place. Je n'ai pas d'éléments. Peut-être que le pouvoir a des éléments en place entre les mains pour décider ça. Mais si ce sont les activités, comme nous avons l'habitude de couvrir, les congrès, les BPN, les meetings, ce sont des activités légales. Et d'ailleurs, auxquels participent, on le sait, les services de renseignement qui écoutent, qui voient qui dit quoi, et qui participe à quoi. Et c'est tout à fait normal et c'est bien contrôlé. Comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux avoir quelqu'un qui agit en plein jour que d'avoir quelqu'un qui agit dans la nuit parce qu'il est empêché d'agir en plein jour. Parce que s'il agit clandestinement, vous ne le contrôlez pas. Et sa capacité de nuisance est plus grande que s'il agissait en plein jour. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt, en tout cas du gouvernement, d'ouvrir l'espace politique, de laisser les partis politiques fonctionner normalement. Maintenant, s'il y a des éléments qui montrent que le fonctionnement normal des partis politiques peut nuire au combat contre le terrorisme, peut déstabiliser, qu'on nous le dise. À ce moment-là, on va prendre acte. Et même les partis politiques vont peut-être dire, vont peut-être protester, mais au moins l'opinion sera située sur cette interdiction. Sinon, effectivement, on ne comprend pas très bien, d'autant que dans le même temps, la société civile manifeste régulièrement dans la rue et apporte son soutien au MPSR. Et c'est un peu gênant parce que j'imagine que si un parti politique, Bernard l'a rappelé, l'UPC lance une souscription. Est-ce que c'est de l'activisme politique ou pas? Quand c'est un soutien, est-ce que le gouvernement va empêcher ou bien va applaudir? Voilà, c'est ça la question. Parce que si on apprécie en fonction de ce que ça peut apporter en termes d'intérêt ou pas, et non pas parce que ça répond au statut des partis politiques, là, c'est un peu, on tombe dans l'arbitraire, dans une lecture arbitraire du fonctionnement des partis politiques. Et à ce moment-là, on va aboutir à une situation où les poussés à bout, ils vont peut-être sortir en se disant advienne que pourra. Et dans le contexte actuel,
l'unité nationale est nécessaire. Donc, que des gens puissent s'exprimer librement et faire ce qu'ils ont envie de faire dans le cadre du parti politique, de leur mission, je pense que ça participe à la cohésion sociale et à l'unité nationale qui est nécessaire dans le combat contre le terrorisme. Si on est divisé, parce que ça c'est un front inutile qu'on ouvre, que le gouvernement ouvre. Parce qu'il y a le front sécuritaire qui est comme disaient les marxistes, la contradiction principale. Mais il ne faut pas ouvrir d'autres contradictions secondaires inutiles pendant ce temps. Donc il faut fermer ce front-là et puis que tout le monde soit concentré sur la lutte contre le terrorisme et non pas créer des frustrations inutiles. Parce que celui qui est dans son coin, qui ne peut pas agir, qui ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire légalement, il faut se dire qu'il va trouver d'autres moyens de s'exprimer et ce n'est pas toujours dans le bon sens. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas la crainte de revoir cette politique politicienne-là, commencer à s'exprimer, à naturellement se libérer de tout gêne et commencer les intrigues qu'on a connues, parce que nos hommes politiques aussi nous ont habitués à une façon de faire. Est-ce que c'est pas ça qu'on retarde? Mais les intrigues, vous avez vu tout récemment le CDP qui a fait le tour pour rendre visite à des partis politiques. On a vu M. Sankara passer la main à Luanda. Est-ce que c'est de l'activisme politique? Mais les intrigues, mais les partis politiques se rencontrent. Ils se rencontrent, ils discutent. Les responsables des partis politiques se rencontrent, ils discutent. De quoi? Justement, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut les laisser s'exprimer librement, ouvertement, publiquement, pour qu'on sache de quoi ils parlent. Ça ne se sait pas, mais nous, on a quand même quelques informations sur des rencontres informelles entre les directions des partis politiques pour préparer. Et il y a des alliances qui se dessinent, il y a des rapprochements qui se créent dans la perspective des prochaines élections. On voit déjà il y a déjà des noms qui sortent comme candidats potentiels de certains regroupements politiques. Comment faire pour gagner la majorité à l'Assemblée nationale? Il y a des rapprochements actuellement, il y a des discussions entre les partis politiques. Et ça, c'est dans l'ombre. C'est dans l'ombre. Mais peut-être que s'ils avaient cette possibilité-là, on le saurait, nous on pourrait en parler tranquillement, et que au moins l'autorité soit située sur ce que fait chacun. Sinon les intrigues, c'est même sous le terme que les intrigues sont beaucoup plus efficaces que dans plein jour. D'accord. Bernard Bouma, justement, qu'est-ce que pourrait craindre l'autorité? Parce que quand on voit ces décisions, des fois on ne comprend pas la motivation. Mais justement, d'ailleurs, c'est la question que je me pose. De quoi est-ce que l'autorité a peur? Sincèrement, j'ai dit, la première étape a constitué en la diabolisation. Ça a été d'abord la toute première étape quand Damiba est arrivé. Et ça a été même accentué aussi quand Traoré est arrivé. Maintenant par d'autres officines. L'autorité, quand elle sort, elle dit officiellement nous sommes responsables, mais l'armée a une grosse part de responsabilités, on reconnaît, oui. Sauf que les officines, la communication des officines et les communicants du pouvoir actuel sont dans le sens que les partis politiques, il faut les tenir en joue. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Quelques brebis galeuses dans les partis politiques. Parce que dans l'armée aussi, il y a des brebis galeuses. Quand la SELC a exhumé ce que nos parlementaires doivent payer, pour des parlementaires qui avaient fini leur mandat depuis, qui n'avaient pas soldé, je peux comprendre. Mais pour les parlementaires même qui avaient déjà soldé, jusqu'à leur chute, donc c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la chute, ça allait continuer. Mais regardez ce que la récupération que les communicants et certaines officines ont fait de cette information. Oui, mais justement, allez-y. Parce que Bernard, c'est vrai que vous parlez de diabolisation et tout, mais est-ce qu'ils n'ont pas surfé sur une vague déjà populaire, bien partie? Ça veut dire qu'il y avait une déception forte vis-à-vis de l'acteur politique de façon générale, parce que quand on prend le cas du terrorisme, on a vu que certains ont eu à gagner des élections, mais se sont occupés à autre chose, à se partager d'autres éléments. Et on a vu des acteurs politiques qui, eux, étaient plutôt dans se réorganiser pour avoir soit part au gâteau ou bien venir s'asseoir au fauteuil.
oubliant qu'il y avait un pays à préserver. Donc, il y avait un sentiment aussi, quoi qu'on dise, de déception populaire vis-à-vis de ce que ces partis politiques ont eu à offrir. Ils ont peut-être surfé là-dessus aussi. Je suis d'accord. Ils ont surfé là-dessus. Ça, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit il y a le fait de brebis galeuses dans les rangs des partis politiques qui ont nommé des gens à des postes de responsabilité, qui se sont employés à faire toute autre chose que de s'occuper des questions sécuritaires, des questions de défense ou de faire correctement leur boulot. Ça, je suis d'accord. Mais cette même armée, dont j'ai dit un de leurs a fait 27 ans au Burkina. 27 ans de pouvoir. De pouvoir. Cette même armée qui se fait de coups d'État même dans son propre coup d'État. De l'histoire du Burkina, il y a eu de coups d'État. Mais il y a eu des coups d'État dans les coups d'État. C'est cette même armée qui a fait ça. Maintenant, au rendez-vous de l'histoire, par rapport au bilan, par rapport aux gestions, les commandes d'armes, les audits, pourquoi on ne parle pas de pour l'armée? La SELC avait reçu carte blanche. De la part même, le chef de l'État a même écrit aux différents patrons des garnisons de le permettre. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Vous allez nous dire que les passations de marché, les malversations sur certaines commandes, c'est sur le fait seulement des civils? Non. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne laisse pas regarder qu'au nom de secret défense? Oui, secret défense, je suis d'accord. Mais quand vous permettez à quelqu'un de porter un faux gilet pare-balles, ça, c'est pas une affaire de secret défense. Quand vous permettez à quelqu'un de porter un ringuès dont la semelle ne tient pas dans la durée normale, ça, ce n'est pas une question de secret défense. Là, vous prenez le bouclier, la tenue du militaire pour protéger vos malversations. Ça n'a rien à voir. Ou mais si vous avez fait une surfacturation, ce n'est pas une affaire de secret défense. Vous avez surfacturé un marché. On ne vous demande pas combien de fusils d'assaut vous avez payé pour que vous dites que vous avez peur de révéler le nombre de fusils. On vous a dit à combien vous avez acheté l'unité. En fonction du taux que vous allez donner, on dit mon ami, vous avez fait une surfacturation. Est-ce que ça là c'est compliqué à faire? Mais pourquoi on n'arrive pas à regarder là-dedans? Ce qui s'est passé avec le DG de la centrale des jeux, qui est actuellement sous le verrou, qui lui donnait les ordres. C'est vrai qu'il a exécuté, il a accédé à des requêtes. Mais tout cet argent qui est sorti vous lisez l'article qui en a parlé, la présidente du FASO, l'ANR, la gendarmerie, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, et j'en oublie, chaque entité aussi a reçu de l'argent. Est-ce qu'on a pu faire le point de ce que chacun aussi aurait reçu, qui pour construire des bâtiments, qui pour régler un problème de mur, qui pour faire ci, qui pour faire ça? C'est ce que l'article dit. L'argent est sorti au motif que c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Est-ce qu'on a pu faire le point de ceux qui ont reçu? Est-ce que la destination exacte, pour ceux qui ont précisé que c'est pour faire des réflexions de ceci ou cela, est-ce que la réflexion a été faite et dans les coûts normaux? Non. Pourquoi? Et c'est le seul civil qui trinque encore. Donc c'est le civil qui est le patron de la malversation. Le militaire, non. Non, il y a un problème. Ça, il y a un problème. Et l'affaire des faux gilets pare-balles au Burkina, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un vieux débat. L'affaire des commandes d'armement ou de commandes de maintien, de matériel de maintien de l'ordre qui ne respectent pas comment on appelle ça, les critères de départ, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des gendarmes là, à l'intérieur, il y a des policiers là-dedans, il y a des militaires là-dedans. Mais c'est le politique qu'on salit, c'est le civil seul. Non, c'est là où je dis je ne suis pas d'accord. Maintenant, on sort sur une vague que le politique a déçu, je suis d'accord. Mais la diabolisation du tout politique aussi, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a aussi au sein de l'armée des moutons noirs. Parmi les leaders des organisations de la société civile, il y en a. Dans le domaine des médias, il y en a. Dans tous les secteurs d'une vie, dans un pays, il y a toujours aussi des brebis galeuses. Mais ça ne peut pas être seulement, je dis bien seulement, du fait d'une seule entité qu'on appelle homme politique. Qu'il ne faut pas protéger en tout cas par corporatisme ou quoi. Exactement. Oui. On a choisi la voie démocratique comme la moins mauvaise manière de gouverner le pays. On n'a pas dit que c'est le meilleur régime, c'est le moins mauvais possible. On a choisi ça avec tout ce que ça comporte. Alors, soit on supprime la Constitution et on dit que c'est un régime militaire qui a pris le pouvoir par une voie anticonstitutionnelle avec des règles bien précises. À ce moment-là, tout le monde sait à quoi s'en tenir. On suit. Au nom de la lutte contre le terrorisme, voilà, on dit que cette émission n'a pas le droit d'exister, qu'on n'a pas. On suit. Mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas. Quand vous évoquez par exemple la déception que l'opinion peut avoir parce que des hommes politiques n'ont pas respecté, mais ça, tout le monde sait qu'en période de campagne, mais c'est la période la plus légalisée pour les mensonges. Quand vous entendez les hommes politiques tenir des discours, des promesses dont ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir, mais c'est ça qui fait plaisir d'ailleurs aux gens. C'est comme ça, c'est une période ouverte, légale pour mentir. Et tout le monde est d'accord sur ça. Après, c'est à l'opinion de faire pression sur les dirigeants pour qu'ils respectent leurs engagements. Mais ça, ce à quoi nous assistons, ça exprime aussi la qualité citoyenne de notre pays. On ne peut pas demander le président a été élu avec 1 300 000 ou c'est 1 600 000 sur un fichier électoral qui aurait dû compter à peu près 9 ou 10 millions d'électeurs. Oui, sur 22 millions d'habitants. Vous voyez, en termes démocratiques même, c'est une incongruité, une absurdité démocratique. Mais c'est comme ça. Travaillons à améliorer la gouvernance, que les opinions soient beaucoup plus sensibilisées, que les Burkinabés soient de plus en plus informés sur ce qui se passe et qu'ils mettent la pression sur les dirigeants pour qu'ils appliquent et respectent leurs engagements. Nulle part ailleurs, on a vu des gens, des hommes politiques dévoués, patriotes, amoureux de leur peuple, faire des choses. Non, c'est sous la pression populaire de groupes constitués que les gens respectent leurs engagements. On ne va pas sortir dans des théories fumées du genre l'homme est bon par... Non, ça n'existe pas. Donc il y a des choses que les gens font parce qu'il y a la pression, et c'est le plus souvent ce qui est vrai en ce qui concerne la politique. Donc la déception dans les résultats de la gouvernance, là aussi, ça exprime aussi la qualité très très moyenne de notre peuple quand il s'agit maintenant de faire la pression populaire. Voilà. Et je reste avec vous, Vokuma. On sait la vocation des partis politiques, c'est penser élection, se préparer pour une élection et puis faire le calcul pour l'élection. Et lorsqu'on regarde jusqu'à aujourd'hui, on connaît les délais. Ce qui nous est dit, c'est qu'on va respecter les délais pour un retour, en tout cas à l'ordre normal. Ouais. Alors qu'on sait que s'il faut, pour ce qui est des délais que nous connaissons, depuis juillet dernier, 1er juillet dernier, on est déjà très limite. L'autorité n'en parle pas. Les partis politiques, ils sont à autre chose parce que pour sortir la tête même, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut éviter? Parce que s'ils sortent, ils vont commencer à parler d'élections, vont commencer à parler d'élections. Et beaucoup de Burkinabés aussi pensent que bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le moment d'en parler. Mais il faut crever cet abcès-là, il faut l'aborder. Bon, je crois que le chef de l'État a dit à plusieurs reprises que le délai sera respecté. Oui, mais même bout à bout pour ce conseil, ça devrait commencer à s'activer, on est loin de ça. Oui, bon, jusqu'à présent, l'autorité n'a pas émis le moindre doute sur le respect du calendrier électoral qui a été convenu avec la CEDEAO. Le médiateur non plus n'a rien dit par rapport à ça. Et jusqu'à présent, lors du sommet de la CEDEAO, ils ont évoqué cela, le timing qui doit être respecté, tout. Et pour l'instant, il n'y a pas de reproche comme ça à faire au Burkina par rapport au timing. Bon, donc il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, voilà, il n'y a pas d'élément, il n'y a pas pour les partis politiques d'avoir une inquiétude. C'est pour ça que peut-être ils se préparent tranquillement, en douce, dans la clandestinité. Enfin, mais il n'y a pas de doute dessus. Maintenant, si demain l'autorité sort pour dire puisque dans l'accord avec la CEDEAO, on parle de compromis dynamique. C'est cela. Bon, ce compromis dynamique là, ça ouvre une possibilité d'un report ou d'une précipitation du calendrier électoral. Bon, dans le contexte actuel, le report est beaucoup plus probable que la précipitation. Donc, à partir du moment où ce compromis dynamique-là est là, ça reste encore un concept assez flou. Quand on va donner des précisions sur ce que ça veut dire, bon, à ce moment, je pense que les partis politiques vont sortir ouvertement et puis dire il faut que le calendrier électoral soit respecté, et puis l'opinion aussi est située sur la question. Les autorités n'ont jamais dit que le calendrier ne sera pas respecté. Donc pour l'instant, moi je ne fais pas de procès d'intention. Je fais confiance aux autorités pour que puisqu'il a été convenu comme ça lors de la charte de la transition, des assises nationales, qu'il y a un délai au terme duquel il y aura des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel.
D'accord, Bernard, sur la même question, avant qu'on ne passe au deuxième sujet pour... Oui, justement, de mon point de vue, avec l'affaire du compromis dynamique, les partis politiques savent également qu'ils ne peuvent pas mettre suffisamment de pression sur le pouvoir actuel. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, au lieu du compromis dynamique trouvé avec la CEDEAO, naturellement, si les conditions ne sont pas réunies, les acteurs conviendront d'un report. Donc, les partis politiques savent ça déjà. La deuxième raison, c'est aussi de faire attention pour ne pas se mettre à dos les populations, parce que compte tenu du fait de la recrudescence des attaques et de ce qui se passe au front, monter au créneau, commencer à parler d'élections, c'est pas très bien vu, parce que les mêmes partis politiques viennent de régions différentes ou viennent parfois de localités qui aujourd'hui ploient sur le joug du terrorisme, où ils ne peuvent même pas, il y a même des présidents des partis qui ne peuvent même plus se rendre dans leur localité d'origine compte tenu de la situation et du risque. Donc ils savent ça, ils sont très bien payés pour savoir que ça, ce discours de mettre une pression entre grippes pour obtenir les élections, ça ne marchera pas et c'est même pas effectivement à l'ordre du jour. Ce qui est même dit, c'est que même dans les partis politiques, la réflexion, c'est que certains sont plus ou moins favorables déjà, ils le disent à demi-mot aux prolongations, comment on appelle ça, au prolongement des délais pour les élections. Les partis politiques, dans leur grande majorité, ne sont même pas opposés à ça, compte tenu de la réalité du moment. Donc, en réalité, ce sont des alliés. Ce ne sont même pas des gens qui disent allons aux élections. Maintenant, je ne sais pas. Si l'autorité craint que si les instances se tiennent, ça va être l'occasion pour les partis de lancer des mots d'ordre ou ceci. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et puis, ce n'est pas des gens qui sont réputés, des Burkinabés réputés, courtois et polis, sur un certain nombre de choses qui vont s'hasarder à ce jeu-là. Et quel est ce leader aujourd'hui qui va se lever, leader politique, taper la poitrine, dire des élections en 2024, il faut le faire dès maintenant, et qui commence à s'activer? Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas à ça. La preuve, si on veut réellement tenir les élections à bonne date, normalement, actuellement, les concertations devaient être lancées avec l'ensemble de la classe politique pour voir les questions des textes et tout ce qu'il y a comme système pour organiser les élections. Ils n'en parlent pas, les partis politiques n'en réclament pas. Donc je ne pense pas que ce soit réellement des gens qui sont dans une dynamique de dire allons aux élections, parce que eux-mêmes ils savent que ce n'est pas possible, puisque certains n'arrivent même pas à repartir chez eux ou à arriver dans leur village actuellement. D'accord. C'était le premier sujet qu'on avait enrôlé. Il nous reste à peine 5 minutes. On va se permettre juste une petite réaction sur le deuxième sujet que nous avions voulu aborder. On sait que c'est demain la inhumation des restes de Thomas Sankara et des 12 autres victimes du 15 octobre 1987. Et ce qu'on a su, c'est que la famille de Paul Bamouni, elle aussi, a décidé de se démarquer au cas où les choses resteraient en l'état. On avait beaucoup plus entendu la famille Sankara. Est-ce que ça ne relance pas ainsi le débat? Ça n'ajoute pas déjà un peu d'inconfort à ce que tout le monde ressent déjà, Vokuma? Oui, c'est un débat qui est assez malheureux. On l'a déjà évoqué ici la dernière fois. Mais est-ce que un consensus est possible autour de cette question? Non. Est-ce que Thomas Sankara lui-même était quelqu'un qui faisait le consensus? Bon, non, il posait des actes et puis il l'assumait. Je pense que le gouvernement a décidé, je l'avais dit ici, de les réunir au siège du Conseil de l'Entente. Et voilà, c'est une décision qu'il a prise et qu'il assume. Bon, ça fait grincer des dents, c'est malheureux de voir que il y a une deuxième famille qui sera pas là. La belle image qu'on aurait souhaité pour qu'il y ait, parce que ça participe quand même de la réconciliation nationale et de l'unité nationale dont on parle dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est dommage qu'on n'ait pas parvenu à ce consensus-là. Mais bon, à défaut du consensus, le gouvernement assume ses responsabilités. Et puis, voilà, il y a eu des concertations. Il y a eu plusieurs concertations. Bon. Les deux camps n'ont pas trouvé une solution. À un moment, il faudra quand même décider, parce que les restes, quand même pas oublier que les restes sont enfermés quelque part. C'est cela. Depuis qu'on les a exhumés en 2015. Bon, c'est pas normal. Dans nos traditions, dans nos valeurs, c'est pas normal. Il faut qu'on les enterre et qu'ils reposent en paix. Tous les arguments, on a entendu tous les arguments, qui sont tous recevables, les arguments de la famille,
J'ai lu le comité international Thomas Sankara aussi, qui a rappelé que pas mal de Burkinabés ont subi des torts parce qu'ils étaient engagés dans la cause sankariste. D'autres sont morts, d'autres ont été torturés, d'autres ont perdu leur boulot, et que quelque part aussi, c'est Thomas Sankara et ses 12 compagnons aussi, ce sont des gens qui leur appartiennent. Donc je pense que c'est le sens aussi de ce communiqué-là. J'ai toujours dit, c'est la dimension de l'homme comme privilégié qui peut justifier le choix de l'inhumer au Conseil de l'Entente ou pas. Maintenant, l'argument du genre, voilà, le corps appartient, c'est militaire, le corps appartient aux militaires. Bon, pour le cas de Bamouni, comme les Oussibri, Zagré, Patrice Zagré, qui ne sont pas des militaires, bon, peut-être leur famille pouvait dire, bon, nos parents ne sont pas des militaires, nous on veut récupérer. Bon, pour l'instant, on n'a pas entendu ces voix discordantes là. Bon, c'est dommage. On va assister. J'espère que la presse aura accès à la cérémonie du 23. Bon, on espère aussi. Voilà. En tout cas, c'est demain. C'est demain. Bernard, donc avec cette sortie de la famille de Pauline Bamouni, ça ajoute. Oui. C'est vrai que effectivement, ça en rajoute. C'est une famille d'ailleurs qui est réputée discrète. Je pense que la mère est décédée en plein Covid, donc c'était difficile pour certains d'ailleurs de se rendre aux obsèques et tout. Donc bon voilà, donc effectivement, la réalité c'est que ça en rajoute quoi. Maintenant bon, le capitaine Thomas Sankara, il reste polémiste, il reste l'objet de polémiques à vie. Ça, même disparu, même tué, c'est-à-dire que même mort, la polémique continue. Et à chaque étape de sa vie, la polémique est là. Donc, c'est aussi le mythe Sankara. Est-ce qu'on pourra faire sans? C'est vraiment... En fait, depuis ce week-end, c'est une grosse question que personnellement je me pose. Est-ce que d'ailleurs on peut faire sans polémique vis-à-vis de ce monsieur? C'est quoi en lui qui a fait unanimité? Même ses restes n'ont pas parlé. Même les restes n'ont pas parlé après l'autopsie. Donc, même l'exhumation, il y en a qui étaient opposés. Je me rappelle de la thèse de Boukari Kaboredi le Lion qui dit, écoutez, Sankara est un martyr, il n'a pas besoin de justice, laissez-le là où il est. Parce que quand nous on a présenté à Sankara les preuves qu'il allait être éliminé, il a même dit que si on l'élimine, il va attendre ses bourreaux de l'autre côté du ciel. Donc c'est quelqu'un qui savait qu'il partait se sacrifier. Pourquoi vous battez pour la justice pour lui? À l'opposé, il y a la version tenue par l'autre elle qui dit, mais tant Sankara aimant la vérité, va au moins quand même demander de la vérité sur l'affaire. Même s'il n'en fera pas un bouquin, au moins il va demander de la vérité parce qu'il est attaché à la vérité. Donc, lui rendre justice, c'est aussi participer à faire connaître la vérité sur un certain nombre de choses. Donc, il faut y aller. Donc, voyez-vous déjà, entre lui, ses partisans, de première heure, même sur la question de on va au tribunal, on ne va pas au tribunal, polémique. La première statue, il a fallu corriger pour que ce soit conforme à son visage. Il y en a qui disent qu'il n'en voulait même pas. Pourquoi Sankara n'allait pas dire de dépenser de l'argent pour lui faire une statue? Parce que même les timbres à son effigie, il avait dit d'enlever les timbres à son effigie. Pourquoi vous évertuez à lui faire? Voilà qui n'est pas d'accord et c'est son visage qui n'est pas, il faut refaire. Polémique. Je dis bien, est-ce qu'on pourra faire sans? Je ne sais pas. Mais maintenant, c'est une douleur qui est là. Il y a aussi un pays qui doit se réconcilier avec lui-même. Je pense que ce qui dérange, pour terminer parce qu'on est pris par le temps, ce qui dérange, c'est l'aspect privé pour le moment du mémorial, qui dérange certains, qui y voient là des privés, c'est-à-dire une affaire privée qui veut se faire de l'argent, disons les choses par leur nom. Il y en a qui sont dans cette logique, qui veulent se faire de l'argent sur le dos de Sankara, et pour ça ils ne sont pas d'accord, parce que c'est l'une des rares fois que pour un chef d'État, l'initiative d'un hommage ou d'un mémorial à sa hauteur et à sa dimension est portée par des privés. Ailleurs, c'est l'État qui porte. Le même État d'ailleurs qui a déclaré Thomas Sankara héros national. Si l'État s'était assumé conséquemment, on n'en serait pas là. Et puis il y en a qui parlent de sites, mais qui ne savent pas que ces sites n'appartiennent pas à la mairie. Et la mairie ne peut pas autoriser l'inhumation sur certains sites parce que ça appartient soit au ministère des Infrastructures ou à la présidence. Et toutes ces questions n'ont pas été vidées. Là, vous parlez du monument des martyrs. Voilà. Et je ne pense pas que quand la famille a fait ses propositions sur certains lieux, le retour a été fait pour dire sur ces lieux on ne peut pas parce que je ne sais pas si ça a été fait, mais quoi qu'il en soit, Sankara restera polémique.
à la tombe, et je pense qu'il va falloir faire également. En tout cas, on l'aura compris, réinhumation donc demain, et puis on espère que l'hommage national qui est prévu pour le 15 octobre prochain sera peut-être celui d'arrondir les angles et puis de remettre tout le monde autour de cette cause commune. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres pour ce tribunal de l'actualité. Le principe, vous le savez, c'est que pour nous, face à des situations, il n'y a pas de solution dans l'absolu entre se taire ou parler, puisqu'il y a des silences qui sont coupables, il y a des critiques qui sont faciles. Ayons à regarder le poids des mots, parce que la critique objective est constructive pour notre nation. Merci d'avoir été des nôtres.